Bonjour à tous, mes chers amis, bonjour. Soyez les bienvenus pour ceux qui nous rejoignent. Soyez les bienvenus sur cette chaîne. Soyez les bienvenus sur ce direct. Vous connaissez les règles, hein. Quand vous arrivez, vous partagez. Il faut que j'ai le réflexe maintenant. On me le dit et on me le rappelle assez souvent. Donc, partagez le direct. N'hésitez pas à taguer ceux dont vous pensez qu'ils peuvent être intéressés par les sujets dont nous discutons, notamment par le thème d'aujourd'hui. Dans cette soirée, on va parler en fait du Nil essentiellement, mais on parlera de tous les acteurs qui gravitent autour de cette question du Nil. On parlera évidemment de pourquoi cette question est importante pour eux, pourquoi elle est importante pour nous, qu'est-ce qu'elle dit finalement des relations entre l'Égypte, des relations de l'Égypte au Nil et les relations de la dizaine de pays en fait que traverse le Nil pour rallier l'Égypte. Ok. Donc voilà, soyez les bienvenus. Si vous venez d'arriver, sachez que le live d'aujourd'hui en fait, on parlera donc du conflit qui se profile, qui a déjà commencé, qui est un conflit de basse intensité pour l'instant entre l'Éthiopie et l'Égypte sur la question du partage des eaux du Nil essentiellement. Ok. Alors on refait l'actualité dessus. Alors l'un des principes de cette émission, je le dis pour ceux dont c'est la première fois de participer à ce live, l'un des principes de l'émission, c'est une grande interactivité, premièrement, mais sur des sujets où habituellement on ne voit pas beaucoup les médias traditionnels. La question de l'Égypte et de l'Éthiopie, et c'est mon point de vue, c'est une opinion que je soumets humblement à votre critique et sur laquelle je suis disposé à ce que nous discutions, à ce que nous échangions. Il me semble en fait qu'il n'y a pas beaucoup de débats sur cette question-là et que le sujet est peu ou pas couvert quand on est en Afrique. Voilà, je parle évidemment de l'Afrique au sud du Sahara, puisque je pense en Égypte et en Éthiopie, et puis au Soudan aussi, ces sujets tiennent le haut de l'actualité, occupent les unes régulièrement depuis plus de 5 ans pour les acteurs directs, et puis dans la zone immédiate, assez régulièrement, la couverture de ce sujet-là refait surface dans l'actualité et occupe les manchettes des journaux. Elisa, sois la bienvenue. Alors je vois qu'on est pour l'instant pas très nombreux. Vous savez comment il faut faire, partagez le direct, n'hésitez pas. Et puis on va démarrer avec des sujets plus légers. Le premier sujet léger que je voulais aborder avec vous, c'est l'attitude assez incompréhensible de l'Union européenne au sujet du Sénégal. Parce que vous le savez, l'Union européenne avait... Alors la représentante de l'Union européenne au Sénégal avait annoncé le principe de l'ouverture des frontières européennes, donc de l'Union européenne en fait aux passagers au départ du Sénégal. Donc ce principe avait été acté, sauf qu'entre-temps une seconde liste est sortie, sortie faite par l'Union européenne et ses responsables, au sein de laquelle on ne retrouve pas le nom du Sénégal. Autant ça peut être vexant, et je voulais donc décerner un bonnet d'âne à l'Union européenne, et je peux comprendre la frustration que les Sénégalais rencontrent et que globalement nous rencontrons à ne pas pouvoir voyager vers ces destinations-là. Je trouve toujours bizarre, et il y a quelque chose qui ressemble beaucoup au rapport que l'Union européenne a avec l'Afrique, et sur cette question de sélection de ceux qui accèdent à son espace géographique. On a le même rapport ici sur l'ouverture des frontières que sur les visas. Et moi, je voulais appeler quand même à la cohérence du chef de l'État, à la cohérence des responsables, même si, je dois le dire clairement, je salue leur responsabilité. Le fait d'avoir appliqué la réciprocité est quelque chose de très bien. Et il faut le saluer, enfin, j'estime que c'est quelque chose de très bien.
Par contre, ce que je trouve assez particulier, c'est qu'on avait un visa, on avait instauré un visa à l'entrée du Sénégal. Et pour des raisons, nous dit-on, touristiques, économiques, etc., on l'a enlevé. Mais s'il y a des questions touristiques, laissez le visa. Et ensuite, si les gens considèrent que la destination touristique en vaut le coup, ils le prendront, ce visa. Alors, c'est d'autant moins compréhensible que ce visa, on pouvait le prendre à l'entrée, à l'aéroport du Sénégal. On pouvait donc arriver à l'aéroport et puis décider de prendre un visa. Et puis de façon assez curieuse, sans que rien ni personne n'y ait rien compris, après l'enrichissement éhonté d'un monsieur, j'ai oublié le nom de cet Ivoirien, qui nous avait vendu en fait le dispositif de commercialisation de visa électronique à l'aéroport. Alors c'est pas, non, non, ça va me revenir. Mais cet Ivoirien a empoché banalement, je crois, 13 milliards de dollars de remboursement pour le manque à gagner qu'il aurait subi avec la cessation en fait de ce projet-là. Je crois que les responsables d'industrie hôtelière et touristique avaient tous célébré en fait cette décision de l'État sénégalais de lever l'accès au Sénégal, le conditionnement de l'accès au Sénégal à travers un visa. Je trouve que, et c'est ça la continuité, c'est que à partir du moment où il n'y a pas de visa, d'un côté, et que de l'autre côté, il y a un visa, à partir du moment où ils ont pris les premiers la décision de fermer leurs frontières, il n'y a pas de raison que, voilà, ça, il n'y a pas de raison qu'ils les laissent, ils les maintiennent ouvertes au moment où vous les avez fermées et vice-versa. Donc voilà, j'avais quand même ce point-là que je voulais partager avec vous et vous dire en fait que pour moi, les Européens sont cohérents et c'est nous qui ne le sommes pas. Et nous ne le sommes pas parce que dès qu'ils vont réouvrir les frontières, on va tous se précipiter dans cette direction en oubliant que pour nous, il y a un écueil supplémentaire qui se dresse entre nous et leurs aéroports, alors que pour eux, il n'y a que cette décision qu'il y a entre leurs aéroports et le nôtre, c'est la décision aujourd'hui de réciprocité. Mais eux ne vont pas solliciter de visa pour venir chez nous et nous, on le fera encore. Voilà, donc c'est ça que je voulais regretter et me dire en fait qu'il y a une espèce d'hypocrisie dans cette affaire-là qui ne dit pas son nom. Bien. Alors l'autre chose, peut-être féliciter les gens de Harley Newbock, parce qu'en ce moment il y a une... Alors je ne sais pas si c'est en ce moment, je pense qu'elle avait démarré un peu plus tôt et il est 20h27. Il me semble qu'elle doit avoir arrêté depuis longtemps, puisque c'était une marche, semble-t-il, autorisée et que le préfet nous a habitués à autoriser les marches jusqu'à 18h et qu'au-delà de 18h en fait la marche s'arrête et que voilà on disperse les manifestants et la vie normale reprend son cours. Mais les féliciter parce qu'ils ont compris en fait que c'est la mobilisation qui fait ployer le pouvoir en place et qui les oblige à considérer les options minoritaires. Donc c'est une très bonne chose. Voilà. Ensuite, peut-être au-delà de ces questions-là, peut-être d'un mot, expliquer en fait le sens de ce live en fait. Pourquoi ce live et qu'est-ce qui nous a amené à nous intéresser à cette question-là. La guerre du Nil en fait c'est quoi? Alors le Nil c'est ce fleuve de 6671 km, donc le plus long fleuve du monde, hein, derrière l'Amazone, donc le deuxième plus long fleuve du monde. Et ce fleuve couvre environ 3 millions de kilomètres carrés. C'est environ un dixième du continent africain. Il est le résultat en fait du Nil blanc et du Nil bleu qui se retrouvent en fait à la confluence de Khartoum. Donc à Khartoum, donc au Soudan. Donc le Nil blanc, lui, prend sa source dans le lac Victoria. C'est un immense réservoir d'eau douce d'environ 69 000 km². Mais c'est le Nil bleu, justement, lui, qui prend sa source dans le lac de Tana, ou Tsana en Éthiopie, qui, avec les autres cours d'eau éthiopiens, contribue le plus, et franchement de loin, hein, 84% en moyenne de l'eau
compose le Nil vient du Nil bleu, et pas moins de 95% quand on est en saison de crue. Et là, on est en saison de crue parce que c'est la saison des pluies, et c'est le moment le plus favorable, on en reparlera tout à l'heure. Alors, toute cette eau, elle est partagée entre 10 pays. Alors, je n'ai pas le compte exact, mais je crois qu'avec l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, qui sont les trois les plus connus et qui se sont illustrés ces derniers temps, en tout cas depuis les 5 ans, depuis les 5 ans pour les trois, et depuis 1959 pour les deux, pour l'Égypte et le Soudan depuis 1959, et l'Éthiopie donc depuis plus récemment, donc les 9 dernières années. L'Éthiopie s'est hissée à la table des négociations, à la force du poignet, mais aussi avec une circonstance un peu particulière, circonstance géopolitique, qui a vu un regroupement en fait des pays qui avaient un intérêt sur le Nil. Donc avec l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, on a l'Ouganda, le Kenya, l'Érythrée, le Rwanda, le Burundi et le Congo-Kinshasa. Alors pour des raisons historiques, jusqu'à présent, c'est l'Égypte qui s'est taillé la part du lion. La part du lion parce qu'aujourd'hui c'est elle qui décide, qui organise, et que les deux documents, les deux supports juridiques qui organisent la propriété et la gestion du Nil en fait, faisaient la part belle à l'Égypte, et ensuite on taillé une part un peu plus intéressante au Soudan. Okay, donc on va le voir dans le détail, et c'est ça un peu le but de notre live en fait, c'est de parler de toutes ces questions-là, et de dire qu'est-ce qui de notre point de vue rend cette question-là intéressante au niveau géopolitique, au niveau de la gestion de l'Afrique de l'Est, dans la corne de l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup d'autres acteurs, en fait, au-delà même de l'Égypte et de l'Éthiopie, ainsi que du Soudan, d'autres acteurs qui sont des parties prenantes à ce qui se passe, et qui ont donc des stratégies qui sont intéressantes à décrypter. Okay, donc on va le revoir. Mais je voulais avant ça vous parler un petit peu, et je reviendrai donc sur ça, sur le partage en fait historiquement. Alors il y a un gros différent aujourd'hui entre l'Égypte et l'Éthiopie. Mais d'où vient-il? Quelles sont les raisons historiques du différent? Parce que l'Égypte a toujours exploité la plus grosse partie du débit du fleuve, mais la première raison historique, c'est la taille de sa population, environ 110 millions, et sa dépendance presque absolue à l'égard des eaux du Nil. Aujourd'hui, 95% des eaux douces consommées au niveau de l'Égypte proviennent en fait du Nil. Et donc ça rend effectivement le pays particulièrement nerveux par rapport aux tentatives des pays qui sont en aval, en aval de l'Égypte en fait, mais sur le Nil. Donc ces pays-là en aval, on essaie de plus en plus, et puis depuis 2010, on en parlera, parce qu'il y a eu un précédent assez particulier, donc de remettre en cause le partage qui est établi, et on parlera aussi de établi par qui, parce que tout ça fait que finalement la position de l'Égypte n'est pas très tenable juridiquement. Effectivement, il y a la question de la possession au sens juridique, hein. Possession vaut titre, mais ça vaut aussi pour le possesseur de bonne foi. Et on verra que puisque c'était le résultat d'une colonisation, on ne sait pas si on peut valablement, en tout cas s'il y a bon droit, on peut exciper d'une propriété sur le Nil. Ensuite, le bassin du Nil, assez régulièrement, connaît des tensions politiques. Mais il y a aussi de nombreuses initiatives qui vont dans le sens d'une gestion conjointe entre tous les pays concernés. Et le sens de ce live-là, c'est de revenir dessus amplement et de discuter de toutes ces questions-là qui charrient en tout cas le Nil, qui charrie beaucoup de passion, hein, on va le dire comme ça. Alors, historiquement, juste une petite seconde. Je vais juste vérifier quelque chose. Bienvenue Jésus-Christ, sois le bienvenu. Ok. Lucinda, sois la bienvenue. Elisa, sois la bienvenue. Bon, on n'est pas très nombreux sur le live là, mais
Alors, l'un des intérêts du live, en fait, c'est que les gens y reviennent après. Et en fonction de l'intérêt que le live peut avoir, en fait, ils y reviennent pour échanger avec nous et partager plus amplement. Donc, n'hésitez pas à partager le live si vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés par le sujet que nous discutons. N'hésitez pas à le partager. Il y a un lien pour participer à la réunion Zoom. Vous pouvez cliquer dessus. Et ne vous inquiétez pas, en cliquant dessus, vous allez avoir le sentiment de sortir de Facebook, mais vous allez rentrer. Alors, si vous avez l'application Zoom, vous allez pouvoir y accéder directement à la réunion. Et moi, j'aurai je le verrai en fait dans la salle de réunion, la salle d'attente en fait, que vous souhaitez participer et je vous introduirai simplement. D'accord? Ok, parfait. Donc, je reviens donc sur nos échanges. Donc, il y a plusieurs éléments en fait qui rendent ce point assez particulier. Le point du. Alors, tout d'abord, il y a la question du partage historique des eaux. C'est-à-dire, historiquement, d'où vient en fait la possession de l'Égypte en fait sur les eaux. Alors, il y a deux grands traités en fait, deux grandes conventions qui donne, c'est un traité en fait qui donne la possibilité à l'Égypte en fait de gérer en fait les eaux du Nil. À l'heure où nous sommes, le partage des eaux du Nil est sous l'empire du traité qui a été signé en 59 entre l'Égypte et le Soudan. Et c'est un traité qui avait été signé dans le cadre des travaux du barrage d'Assouan. Okay. Donc le barrage d'Assouan, en fait, c'est un barrage un petit peu particulier qui est né dans des conditions politiques très particulières. Et donc je voulais vous en parler. Le barrage d'Assouan date de 1967 et il a été l'objet en fait d'un intense débat. Et d'ailleurs les discussions continuent aujourd'hui. C'est vrai, elles sont plus paisibles et moins passionnées, mais elles continuent de charrier des rancœurs politiques. En fait, le barrage d'Assouan est dans une période assez particulière, celle de la guerre froide. Et d'ailleurs, la Banque mondiale, qui au départ avait consenti à financer le projet, s'est dérobée au dernier moment, sûrement sous la pression des États-Unis, hein, parce que les États-Unis d'alors, en fait, trouvaient le Nasser, hein, le colonel Nasser, vous savez, son anti-impérialisme et son espèce de. Et il avait été considéré comme étant très proche dans la guerre froide des Russes et des communistes, en fait. Et donc finalement, d'ailleurs, et c'est bon, ils n'ont pas tort, le colonel Nasser s'est tourné vers l'Union soviétique, qui a pris le relais et qui a réalisé ce gigantesque projet, inauguré d'ailleurs en grande pompe par Khrouchtchev à l'époque. Et cette réalisation d'ailleurs, qui était à l'époque hein, absolument incroyable, a accru le prestige et l'influence soviétique pendant longtemps dans la vallée du Nil. Okay. Et l'eau retenue derrière le haut barrage, et pourquoi le barrage d'Assouan était une œuvre particulièrement utile pour l'Égypte? C'est que l'eau retenue derrière le haut barrage à l'époque avait permis de faire 3 récoltes annuelles de riz au lieu d'une seule. Et avec des rendements évidemment beaucoup plus intéressants, des rendements qui sont passés je crois, de 6 tonnes à 8 tonnes à l'hectare, ce qui n'est pas négligeable parce que quand on est l'Égypte en fait, on fait face actuellement d'ailleurs à un phénomène de démographie absolument explosive et le barrage a permis donc d'irriguer de plus en plus de surfaces cultivées et il fournit aujourd'hui de l'eau au projet pharaonique de Toshka dans le désert libyque. Mais on en reparlera du projet Tosca, Toshka en fait si vous le souhaitez. Un autre point important, parce qu'il y a quand même des aspects positifs hein, avec ce barrage-là, c'est qu'il a aidé à pacifier les relations avec le Soudan, qui lui aussi a augmenté fortement ses surfaces irriguées grâce à l'eau de retenue du barrage d'Assouan. Et le barrage a aussi permis au pays de s'électrifier. Aujourd'hui, en Égypte, le moindre village jouit de l'électricité à cause de l'hydroélectricité et aussi le fait qu'on ait des ressources hydroélectriques aussi importantes a permis par exemple l'installation d'une industrie moderne, chimique et pétrochimique. Là, je veux parler notamment dans la région d'Alexandrie et de la Haute-Égypte. Vous avez l'industrie en fait qui fabrique de l'engrais, donc des nitrates, de l'urée, etc.
Et puis, ça a permis de baisser aussi la facture pétrolière du pays. Parce que pendant longtemps, vous savez, l'Égypte était un importateur de pétrole, et donc sa facture pétrolière était importante. Et le fait d'avoir réussi à cette époque, hein, on parle des années 60, 1967, parce que c'était la date de l'érection, mais jusque dans les années 70, la facture pétrolière de l'Égypte est allée décrescendo, donc en diminuant. Alors, il est vrai que le barrage continue à fournir aux Égyptiens en fait des protéines parce que c'est le barrage qui permet la production de poissons. Hein. La majorité du poisson qui est consommé au Caire, en Égypte en général, arrive par des trains réfrigérés et pendant longtemps, ça avait été les avions soviétiques en fait qui faisaient justement les allers-retours pour approvisionner la ville. Voilà les conditions politiques, géographiques et économiques qui ont accompagné l'arrivée du barrage d'Assouan. Et à l'époque, d'ailleurs c'est 67, mais le partage des eaux, il date de 1929, la première fois, il a été révisé en 1959. Et pourquoi il a été révisé en 1959? C'était pour rajouter le Soudan dans le partage. En fait, le partage des eaux du Nil, aujourd'hui, c'est 66% pour l'Égypte, 22% pour le Soudan, et les 12%, on considère en fait que c'est l'évaporation de l'eau, en fait. Voilà, et donc c'est ces deux pays-là qui se partagent comment ça s'appelle là, les eaux du Nil. Et c'est au détriment de la mer Méditerranée et aussi le delta du fleuve. D'ailleurs, il y a une vraie question aujourd'hui, celle du delta du Nil, face à ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Okay, mais bon, ce n'est pas le sujet, donc c'est une parenthèse. Donc je reviens sur notre sujet. Le traité de 59, il a été signé à une époque où les infrastructures de tous les pays situés en amont étaient très peu développées. Donc vous avez les pays dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Burundi, le Rwanda, comment ça s'appelle, enfin tous ces pays-là en tout cas qui étaient riverains du Nil en fait, n'avaient pas d'infrastructure hydroélectrique, en tout cas de barrages, très développés. Et les projets de ces derniers maintenant pour développer leurs installations et construire des barrages sur le Nil et ses affluents auraient eu comme conséquence de réduire le débit du fleuve au niveau du barrage d'Assouan. Et donc potentiellement de diminuer la quantité d'eau disponible pour l'Égypte. Alors on comprend que les pays d'Afrique de l'Est qui souhaitaient renégocier ou abolir les traités en place, qu'ils considèrent comme marqués d'une espèce d'odeur d'époque coloniale, odeur un peu rance d'ailleurs, hein, où c'est l'Italie, l'Angleterre, qui avaient, elles, négocié au nom et pour le compte de leur colonie, qu'ils allaient accompagner vers l'indépendance, qui avait fait ces traités-là, et qui les avait donc fait, mais de manière alors scandaleusement favorable à l'Égypte, et l'Égypte plus tard a souhaité y rajouter le Soudan. Donc il ignore complètement les intérêts. Le traité de 59 est complètement silencieux sur tous les 8 États avec lesquels l'Égypte et le Soudan ont en partage les eaux du Nil. Et alors depuis lors, l'Égypte refuse catégoriquement toute perspective de voir remettre en cause sa part des eaux du Nil. Et elle laisse régulièrement entendre qu'elle est prête à envisager des actions militaires si d'aventure quelqu'un entendait compromettre en tout cas sa jouissance sur ces eaux-là. Bon, c'est vrai qu'elle est la première puissance de la région, mais on verra un peu plus tard que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Sa puissance n'est pas suffisante en tout cas pour lui permettre de faire respecter ça de manière permanente. Il y a donc des aspects symboliques qui sont très fortement liés à cette affaire-là. Bon, évidemment, il faut dire aussi que d'aussi loin qu'on se souvienne, d'ailleurs c'est Hérodote qui en parle, Hérodote c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ en fait, qui présente dans un de ses ouvrages
l'Égypte comme un don du Nil littéralement. Et c'est ça qui explique un peu le caractère particulièrement sensible de la question du Nil pour les Égyptiens. D'ailleurs, pour la plupart, quand vous entendez parler du Nil, généralement on l'associe à l'Égypte. On pense que le Nil appartient à l'Égypte, alors que rien n'est plus faux. D'ailleurs, j'ai commencé par ça, mais j'y reviens bien volontiers. L'Égypte n'appartient pas, le Nil n'appartient pas à l'Égypte. Il naît très loin, d'ailleurs au Burundi dans le lac Victoria, pour le Nil blanc, et pour le Nil bleu, il naît en Éthiopie, au niveau du lac Tsana. Et il y a une espèce de confluence au niveau du Soudan, là où les deux eaux se retrouvent en fait, et font route maintenant vers Assouan, donc le grand barrage d'Assouan, et vers l'Égypte en fait pour y servir les besoins d'électricité, d'eau et d'irrigation en fait globalement de l'agriculture de l'Égypte. Et ce lien d'ailleurs, ce lien étroit là, n'a été que renforcé depuis la construction du barrage d'Assouan, qui est d'ailleurs perçu comme un symbole du nationalisme égyptien et arabe, parce que vous savez, Gamal Abdel Nasser, dans l'esprit des gens, c'est le nationaliste arabe, c'est le porteur du panarabisme en fait, de l'unification en fait des nations arabes. On se souvient du rôle éminemment, comment on va dire, de premier plan qu'il a eu pour aider les Palestiniens à l'époque, du grand prix qu'il avait payé cet engagement au service de la cause palestinienne, parce que dans la guerre de 6 jours, vous vous en souvenez, il avait été, et l'Égypte avec lui, la nation égyptienne avec lui, fortement humilié, et le mythe de l'armée toute puissante égyptienne en avait pris, ma foi, un coup important. Ensuite, il y a le fait que les besoins égyptiens sont indéniables. Ce pays dépend entièrement du Nil pour son approvisionnement en eau, contrairement aux pays d'amont, parce que eux, ils disposent d'autres ressources et doivent faire face à des besoins qui sont grandissants. Mais le pays dépend entièrement du Nil. L'Égypte dépend entièrement du Nil. Plusieurs raisons d'ailleurs justifient sa dépendance. La première, c'est la croissance démographique. En 2050, l'Égypte, sa croissance prévisionnelle démographique est prévue à 150 millions. Donc il y a une vraie, avec des densités au kilomètre carré. Parce qu'en Égypte, en fait, je pense qu'il n'y a que 8% du territoire, en fait, qui est occupé. Ce qui fait des densités humaines assez importantes. Densité d'ailleurs à mettre en lien avec le grand tribut que l'Égypte a payé au Covid, qui n'est pas, on ne peut pas le décorréler du niveau de la densité démographique, spécialement en milieu urbain. Et ces besoins sont encore augmentés par les différents projets de bonification, de récupération de terres agricoles, que eux sont en train de mener pour augmenter les terres arables. Et le plus célèbre, et aussi, on doit le dire, le plus controversé, c'est le projet Toshka, qui est un projet absolument pharaonique, vous m'excuserez pour le jeu de mots, mais il s'agit d'un projet qui vise littéralement à faire fleurir le désert. Et ce projet-là, ses besoins en eau sont de 5 milliards de mètres cubes d'eau par an. Alors aujourd'hui, les besoins en eau de l'Égypte sont estimés à 73 milliards de mètres cubes par an, soit près de 20 milliards de plus que leur part théorique de l'eau du Nil. Oui, parce que vous savez, la part théorique, c'est 66% qu'ils ont dans l'eau du Nil. Et donc aujourd'hui, la nervosité du gouvernement égyptien est donc proportionnelle à sa vulnérabilité. Parce qu'évidemment, si ces besoins sont de 73 milliards, elle est déjà en excédent de 20 milliards, et que le projet finalement éthiopien vient compromettre comment on va dire, sa fourniture d'eau, il est un peu frileux. Et puis le problème, c'est qu'il se rend bien compte qu'il n'agit pas à bon droit. Il n'agit pas en tout cas à aussi bon droit qu'il pourrait le penser. Et donc toute annonce de projet qui est liée au Nil dans un autre pays est considérée comme un problème de sécurité nationale pour l'Égypte. Et alors il y a beaucoup d'autres projets sur le Nil qui ont vu le jour ces dernières années. Au-delà de l'Égypte en fait qui a annoncé des projets grandioses, le barrage de Toshka notamment pour augmenter
ces zones irriguées et produire de l'énergie électrique. Il y a l'Ouganda qui cherche à combler son manque d'électricité. Alors, n'hésitez pas voilà, parfait. Oui, alors Lucie, tu as tout à fait raison. Alors, je dois dire hein, que je ne vois pas les commentaires en temps réel, je les vois après coup, et dès que je les vois, en fait, j'essaie de revenir là-dessus pour vous permettre de, voilà, de bien, de pouvoir partager en tout cas les sujets avec moi. Oui, tout à fait, ils ont évité les crues annuelles. Alors, qui a effectué ce partage? C'est l'Angleterre au départ, celui de 1929 en tout cas. Et le second partage, en fait, c'est l'Égypte, en fait, qui a associé le Soudan, et ils se sont assis à deux, ils ont réglé ça. Mais le plus scandaleux, c'est pas celui-là, on va en reparler. Le plus scandaleux, c'est que, alors Jean-Christophe dit, les Égyptiens profitent du Nil, surtout pour le tourisme qui a un énorme poids sur le PIB du pays. Complètement. Complètement. Alors les croisières sur le Nil. Alors c'est bien que Jean-Christophe en parle parce que Jean-Christophe a vécu en Égypte. C'est bien ça, Jean-Christophe. Tu as vécu là-bas, hein, en Égypte, et il connaît bien cette question-là du tourisme dans ce pays-là. Et donc je voulais saluer sa présence aujourd'hui. Ok. Parfait. Alors, mais on va y revenir, Lucie, hein, sur la question de qui a organisé ce partage. On va en parler amplement parce que c'est ça le but hein, de ce live, c'est de discuter de tout ça. L'Ouganda aujourd'hui cherche à combler son manque d'électricité en construisant des centrales sur le fleuve. Il y a le Soudan qui a annoncé plusieurs projets de nouveaux barrages qui auraient d'ailleurs pour conséquence, comme le barrage d'Assouan en son temps, de submerger des sites historiques importants. Et ces projets-là étaient financés par des pays arabes. Plus en amont encore, il y a les pays riverains du lac Victoria, Ouganda, Tanzanie, Kenya. Je rappelle que le Nil blanc prend sa source, dit-on, dans le lac Victoria. Et le problème, en fait, c'est que ces pays, Ouganda, Tanzanie, Kenya, sont confrontés à la sécheresse. Donc, ils ont besoin d'obtenir l'accès à l'eau de cette vaste étendue d'eau douce, qui est la source du Nil blanc, pour leurs projets agricoles et hydroélectriques. Et donc, ils militent. Et d'ailleurs, on parlera un peu du traité de 2010 qu'ils avaient signé entre eux, justement, militant en faveur de l'abrogation d'un traité qui date de l'époque coloniale et qui réserve le lac aux pêcheurs et puis aux baigneurs. Ce traité, d'ailleurs, avait été imposé pour une fois par les Britanniques, hein, au service des Égyptiens, et ces derniers n'ont pas manqué d'ailleurs de répliquer en soulignant le laisser-aller qui a toujours prévalu dans ces pays par rapport à la gestion des ressources en eau, de la pollution et des pêcheries. Le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda ont créé une commission tripartite du bassin du lac Victoria pour se prémunir justement contre les critiques de ce type et pour surtout défendre leurs intérêts face aux pays qui sont en aval. Maintenant, quel est l'intérêt? Pourquoi l'Éthiopie, ma foi, a songé à faire ce barrage et qu'est-ce que ça va changer pour lui? Okay, c'est important aussi que vous compreniez bien cette partie-là. Mais avant cela, j'aimerais vous partager, donc si vous le souhaitez, j'aimerais vous partager une petite, vous faire voir un élément. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner, je l'espère en tout cas. Ça va fonctionner. Tac. Je voulais vous partager ça. Alors, vous pouvez me dire si vous voyez mon écran et si vous voyez ce que j'ai partagé en ligne. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez me le confirmer, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? En fait, je partage une image, en fait, qui va vous aider à mieux comprendre ce qui se passe en ce moment dans cette zone-là. C'est bon, est-ce que vous voyez mon écran? Si vous le voyez, est-ce que vous voulez bien me faire signe dans les commentaires en me disant que vous le voyez, mon écran, et que les cartes en fait que j'y partage, vous les voyez. Oui, vous les voyez, mon écran? Ah, Jean Bosco, mon cher ami, écoute, je ne sais pas, mais c'est une question que j'ai envie de leur poser. Ils vont te répondre sûrement. Mais j'ai prévu justement qu'on regarde ça. Je pense que c'est ton pays, hein.
Et c'est exactement d'ailleurs l'intérêt, tu vois, de ce que je suis en train de partager en ce moment. Mais je ne sais pas si vous le voyez. Parce que si vous ne le voyez pas, effectivement, pour moi, il y a un problème, c'est moins intéressant si vous ne le voyez pas. J'ai vraiment besoin que vous puissiez regarder ça parce que ces cartes, en fait, disent quelque chose de ce qui est en train de se passer dans cette zone-là. Donc j'attends votre feedback. Hein. J'attends votre feedback sur le fait que vous le voyez ou pas. Si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez me faire signe, s'il vous plaît, si vous m'entendez? Test, un, 2, 3, test. J'ai l'impression que ne reçoivent pas. Oui, oui, tout à fait, complètement, Jean-Christophe, tu as tout à fait raison. Mais le lac Victoria, en fait, effectivement, il est alimenté même par, enfin, sa source proviendrait du Burundi. Et que il alimente le Burundi, mais ça. Alors, regardez l'écran et dites-moi si vous le voyez cet écran. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression que personne partage est en pause. Est-ce que vous voyez les cartes que je partage en ce moment, s'il vous plaît? Personne ne voit mon écran? Personne d'entre vous ne voit mon écran? Je sais qu'il y a un décalage, hein, c'est pour ça que je temporise un peu. Ah, bon, ok. Non, d'accord. Oui, mais ça, c'est très curieux, ça. Tac, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Ok, je sais ce que je vais faire. Donc, attendez, je vais vous le partager dans les commentaires. Donc, je vais faire ça. Arrêter le partage. Et puis, je vais vous le partager dans les commentaires. Je pense que c'est la seule solution. Je vais vous le partager dans les commentaires. D'accord? Gardez la ligne, 2 petites secondes. Voilà. Tac. Ok, j'ai compris. J'ai compris maintenant. J'ai compris que vous ne me voyez pas. Donc j'essaie de vous mettre le... Ça va? J'essaie de vous mettre l'image ici. Bon, écoutez, c'est pas grave. Désolé, je teste plein de choses en même temps parce que l'intérêt que ça avait, le fait de pouvoir partager l'écran avec vous. Alors, optimiser le partage d'écran. Non, c'est pas ça. C'est bien dommage parce que ça aurait accru l'interactivité et on m'avait garanti. Peut-être qu'il faut arrêter la vidéo. C'est ça, non? Non, même pas. Bon, écoutez, c'est pas grave. En fait, ce que je voulais vous montrer, et c'est ça que je n'arrive pas à faire, c'était vous donner la carte en fait, vous montrer que tout à fait en haut, vous avez le lac Victoria, et que un peu plus bas, donc le Nil blanc en fait vient du lac Victoria, et le Nil bleu
vient du lac Sana en Éthiopie et que les deux viennent se retrouver à Khartoum en fait. Et puis de Khartoum, ils vont maintenant vers le barrage d'Assouan. Et c'est le barrage d'Assouan en fait qui est l'un des principaux barrages hydroélectriques en Égypte, qui fournit le gros en fait des besoins égyptiens, même s'il y a d'autres barrages, hein, celui de Luxor, celui du Caire, il y en a 7 autres avec le barrage d'Assouan. Voilà. Donc c'est ça en fait. Mais ce que je voulais vous montrer aussi, c'était vous montrer que il y a plein de barrages aussi qui essaiment en ce moment. Au Burundi, il y en a pas mal. Il y en a 3 ou 4. Au Rwanda, il y en a un. À Kampala, il y en a 2. Au Kenya, il y en a 2. Au Soudan du Sud, il y a à Juba, il y en a un. Ensuite, un peu plus bas, il y en a un autre. En Éthiopie, il y en avait un, mais il n'était pas aussi grand. Il y en a 3 sur le Nil bleu. Voilà. Mais celui de la Renaissance est vraiment le plus grand d'Afrique aujourd'hui. Et le vrai problème que cela pose, c'est que, en fait, alors, je l'ai déjà expliqué, hein, mais l'Égypte dépend entièrement des eaux du Nil, et les États du sous-bassin du Nil blanc bénéficient des eaux équatoriales et des hauts plateaux éthiopiens, qui concentrent les pluies de la mousson, qui assure la crue du Nil bleu et 80% du total du Nil. Donc on a cette question-là, et je vais revenir dessus amplement pour que vous compreniez où se situe l'intérêt pour l'Éthiopie. En fait, le grand barrage qu'ils appellent barrage de la Renaissance, qui est sur le Nil bleu et qui a une trentaine de kilomètres du Soudan, est une promesse de prospérité. En fait, c'est vraiment un formidable message d'espoir pour les Éthiopiens. Vous savez que les Éthiopiens, pendant longtemps... Ah, merci beaucoup. Merci, maître. Sois le bienvenu. Oui, l'écran était figé, j'ai pas compris. J'ai essayé de partager, en fait, une image, mais sans beaucoup de succès. Je vais la remettre, et j'espère y arriver, en image, pour vous l'envoyer dans les commentaires. Ok, parfait. Donc, je disais en fait que ce qui est intéressant avec cette question-là de l'Éthiopie, c'est que l'Éthiopie a fait des performances économiques sur la décennie. Elle a cru de 10% par an de 2005 à 2010. Donc, 5 ans, elle a cru de 10% par an et de 7% ensuite depuis 2010 jusqu'à nos jours. Pour ça qu'on fait une moyenne sur une décennie de 8% de croissance, donc 7,5, de 8%, en réalité 9, et des brouettes. Mais selon le FMI, ses besoins en électricité sont en hausse de 30% par an. Et c'est un vrai sujet. Pourquoi et c'est ça, parce que l'industrialisation récente de l'Éthiopie, qui est devenue un peu par la force des choses l'atelier de la Chine, donc l'atelier du monde, parce que la Chine elle-même apprécie ce pays-là pour ses promesses, en tout cas en termes de population, pays avec une très grande démographie, avec ses promesses de compétences. Les Éthiopiens sont très bien formés et ont une langue qui leur appartient, dans laquelle ils écrivent et ils sont tous formés, ce qui facilite le fait de reformer les gens. Troisièmement, le rôle qu'ils ont sur le Nil, qui pourrait réduire la facture énergétique de ce pays-là avec un barrage de ce type-là. Et troisième élément, la posture, le fait qu'ils aient finalement les plus amples prérogatives sur le fait que la source qui alimente à 80% les besoins en eau de l'Égypte soit située chez eux. D'ailleurs, le Premier ministre Ahmed, à qui on faisait le reproche justement que l'Égypte a besoin de l'eau, elle disait qu'elle ne gère pas de l'eau. Elle cherche à produire de l'électricité. Voilà, mais c'est vous savez bien, une boutade en fait, parce que quand vous produisez de l'hydroélectricité, l'eau c'est l'électricité. Mais c'était bien répondu parce que quand l'Égypte parle d'eau, elle convoque en fait son droit ancien de préemption qu'elle détient d'ailleurs des autorités britanniques qui géraient avant, qui colonisaient avant l'Égypte. Aujourd'hui à terme, l'impact du grand barrage de la Renaissance, c'est de produire 6000 MW. Pour vous donner un ordre de comparaison, parce que sinon ça ne veut rien dire 6000 MW,
Le Sénégal a une capacité d'électricité installée de 1100 mégawatts. Alors que le Sénégal, et ça, ce dont je parle là, c'est 2019. Hein. Ça veut dire que si vous regardez dans le plan YESAL, le plan stratégique justement de Sénélec, le fameux d'ailleurs plan très controversé réalisé par Performance Management pour le compte de Sénélec, la capacité installée est de 1100 mégawatts. Avec ce barrage-là, c'est 6000 mégawatts qu'ils ont tout de suite. Et en produisant ces 6000 mégawatts, ça dépasse évidemment les besoins de l'Éthiopie actuelle, et ça pourrait lui permettre en fait d'accroître ses exportations d'électricité vers ses voisins. Et donc l'Éthiopie deviendrait exportateur net d'électricité vers le Soudan, Djibouti, le Kenya, le Sud-Soudan et le Yémen. Et ils ont évalué les revenus de l'exportation d'électricité qui pourraient résulter de ces projets hydrauliques-là, sont estimés à 2 millions d'euros par jour. Ça fait potentiellement 730 millions d'euros par an. Et quand on voit le mode de financement d'ailleurs, le barrage a coûté 4,9 milliards de dollars. 4,9 milliards de dollars. Donc 730 millions d'euros, ça permettrait un retour sur investissement au bout de 5 ans. 5 à 7 ans. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la capacité, mais j'y reviendrai tout à l'heure, cette manne-là permettrait de réduire le déficit commercial éthiopien, qui est lourdement, parce que l'Éthiopie en fait a un déficit commercial de 9 milliards de dollars, parce qu'aujourd'hui le pays importe beaucoup. Et c'est ça qu'ils veulent arrêter. Ils veulent changer de modèle économique. Et changer de modèle économique en quoi faisant? En industrialisant le pays avec des capacités énergétiques renouvelées, mais aussi en rendant leur pays, en faisant de leur pays une puissance agricole dans l'Afrique de l'Est. Et ça, changer de modèle économique, pour faire ça, l'électricité, c'est la clé. Et donc les Éthiopiens construisent leurs barrages, mais il y a aussi, ils ne sont pas les seuls, qui essaient de varier le mix énergétique. Il y a les Kenyans qui ont investi dans l'éolien, là-bas avec le vent. Et puis à terme, donc, il faudra construire un réseau pour pouvoir gérer tout ça. Alors Jean-Christophe me dit, le développement économique et géopolitique de l'Éthiopie fait que le monopole de l'Égypte s'effondre. Complètement. Complètement. Et surtout que la situation de l'Égypte devient instable. Ah, mais oui. Non, mais la situation de l'Égypte est instable depuis 2011. Depuis que le président, le président, le militaire est parti, il y a un vrai sujet en termes d'instabilité. Et donc le vrai problème de l'Égypte aujourd'hui, c'est que si l'Éthiopie se réindustrialise avec les capacités hors normes qu'elle va trouver, si elle devient une puissance agricole, et si en plus cette puissance agricole diminue sa capacité, elle, à financer son développement, parce que c'est les mêmes eaux, ce que l'Éthiopie prend, c'est ce qui va manquer à l'Égypte. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur le partage des eaux. Moubarak, exactement. C'est ça, Jean-Christophe. Exactement, Moubarak. Je pensais à Morsi, en fait, qui est mort en prison et qui, justement, a été emporté aussi par cette instabilité-là qui rend le pays quasiment ingouvernable. Ok? Mais on va y revenir là-dessus, on est d'accord. Et maintenant, l'intérêt pour l'Éthiopie, il est là. Il est donc sur la modification de son modèle économique, et puis le fait qu'en devenant une puissance agricole et industrielle, il retrouve à nouveau une capacité géopolitique et une influence dans la région à nul autre pareil. Et l'Égypte, en fait, il faut dire quand même, à la vérité, juridiquement, l'Égypte est bénéficiaire depuis longtemps d'une espèce de recel. Parce que bon, ce partage est inéquitable. Les eaux dont l'Égypte bénéficie sont des eaux volées. Elles sont volées pourquoi? Parce que le Nil n'appartient pas à l'Égypte. Le Nil est une artère vitale. Mais pas seulement pour l'Égypte. Au nom de quoi l'Égypte, aujourd'hui, a tellement réussi d'ailleurs à faire croire aux uns et aux autres que le Nil est sa propriété personnelle, que qu'aujourd'hui, dès qu'on pense Égypte, on pense Nil. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que depuis 1950,
La population égyptienne a décuplé. Elle est aujourd'hui de 85 millions d'habitants et selon les pronostics, elle devrait compter entre 120 et 150 millions d'ici 2050. Le deuxième élément, c'est que les besoins en eau sont de plus en plus difficiles à combler pour l'Égypte. D'ailleurs, le Caire craint que le pouvoir du Caire craint que le barrage qui va bloquer un affluent du Nil provoque en fait une pénurie d'eau encore plus importante. Et dans cet esprit, on peut comprendre en fait que l'Égypte, qui a bénéficié d'une répartition inégalitaire de l'eau depuis des siècles, et qu'elle ait fondé son développement économique et social sur ces eaux-là, craignent aujourd'hui que les conséquences d'une réduction de ce qu'elle a, de son approvisionnement en eau, puissent compromettre son développement économique et social. Et donc, les autorités égyptiennes ont pris très au sérieux cette menace. Et c'est là quand même qu'on se rend compte en fait que les Égyptiens, quoi qu'on puisse leur dire, ont un réflexe quand même d'Européens, ou un réflexe en tout cas d'anticipation. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont procédé à des réformes dans le domaine agricole qui aujourd'hui tiennent compte de la nécessité de privilégier les cultures qui consomment le moins d'eau possible. Okay. Deuxième chose, c'est que l'Éthiopie, et on a tous vécu ça, vous savez que dans les années 80, le monde entier s'est mobilisé, je pense que vous vous en souvenez, les chansons de Michael Jackson et finalement de tous les artistes dans We Are the World, chanson qui avait été faite d'ailleurs pour collecter de l'argent pour les enfants éthiopiens. La population éthiopienne a souffert des effets de la sécheresse. Alors que, et c'est ça le scandale de mon point de vue, hein, le vrai scandale c'est celui-là, c'est que avoir dans son pays la source du Nil qui empêche l'Égypte de mourir de faim et soi-même être frappé de plein fouet par une famine, c'est absolument incroyable. Et le monde entier avait participé au sauvetage de l'Éthiopie. Et depuis lors, l'Éthiopie réfléchit aux moyens de pérenniser en fait son développement en utilisant ce don de Dieu. Ah oui, c'est un don de Dieu. C'est un avantage comparatif économiquement, géographiquement et même géostratégiquement. Ensuite, il faut rappeler que l'Éthiopie n'a plus accès à la mer. Vous vous souvenez, depuis que l'Érythrée a pris son indépendance, la fenêtre maritime que l'Éthiopie avait, c'était l'Érythrée. Aujourd'hui, elle n'a plus l'Érythrée. Sa seule alternative, c'est de pouvoir rebondir en se redotant d'un avantage comparatif, en s'ouvrant en fait sur la fenêtre intérieure pour rayonner. En plus, c'est que la vérité, le partage traditionnel des eaux du Nil, s'est fait au détriment des millions d'Éthiopiens. Vraiment. Parce que c'est ça le problème aussi du partage inéquitable. C'est que l'accord de 1959 donnait à l'Égypte un droit exclusif d'appréciation sur les ouvrages qu'il y a réalisés le long du Nil. Vous voulez faire un barrage? C'est eux qui l'autorisent. Mais au nom de quoi? Et on n'a jamais très bien compris. Si ce n'est l'appartenance au giron britannique, rien n'explique que ce soit l'Égypte qui gère toute cette zone-là. Et il faut quand même dire avec force que 80% de l'approvisionnement du Nil se trouve en Éthiopie. Je vous rappelle que le Nil bleu prend sa source, le Nil prend sa source pour 80% dans le Nil bleu. Et le Nil bleu, il est où? Il est à Tsana. Et Tsana se trouve où? En Éthiopie. Donc, il y a quelque chose qui procède en fait du rétablissement en fait d'une injustice. Alors, depuis que cette affaire-là a débuté, depuis qu'il y a maintenant cette construction qui est en cours, on assiste un peu au rodomontade des dirigeants. D'un côté, on a Abiy Ahmed, le Premier ministre, en fait, qui montre les muscles. Hein. Ça peut être curieux, mais en octobre dernier, et d'ailleurs, c'est quelques jours après avoir été nommé prix Nobel de la paix ou s'être vu attribuer le prix Nobel de la paix, Abiy Ahmed menaçait, en fait. Il disait en fait que aucune force, et là je le cite, ne pourrait empêcher l'Éthiopie de construire le barrage. Et si nous devons entrer en guerre, nous pouvons mobiliser des millions de jeunes.
Donc on se rend bien compte, et c'est le prix Nobel de la paix qui a ce langage guerrier. Évidemment, après, il s'est ravisé, il s'est un peu excusé en disant que bon, il n'entendait pas attaquer l'Égypte, etc. Bon, de toute façon, il ne pourrait pas, à bon droit, s'il ne comptait pas sur d'autres personnes, il ne pourrait pas, je crois. En tout cas, il ne s'en sortirait pas indemne s'il le faisait. Et puis de l'autre côté, vous avez les dirigeants égyptiens qui ont, alors, comment il s'appelle, Abdel Fattah al-Sisi, a redit là, il n'y a pas longtemps aux Nations Unies, l'Égypte ne laissera jamais Addis Abeba imposer une situation de fait. Bon, ensuite, c'est vrai qu'il y a de grandes disparités quand même entre les deux pays en termes de puissance économique, militaire d'ailleurs. Parce que fondamentalement, l'armée égyptienne, c'est 450 000 hommes. Et l'armée éthiopienne, c'est 350 000 hommes. Mais ce n'est pas là même que se situe la vraie différence de puissance militaire. C'est surtout que le budget militaire de l'Égypte, c'est 8 fois celui de, de l'Éthiopie. Le budget militaire de l'Égypte, c'est 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars. Et le budget militaire de l'Éthiopie, c'est 500 000 dollars. 500 000 dollars. Alors depuis d'ailleurs que le maréchal al-Sisi est arrivé au pouvoir donc en 2014, il a augmenté les achats de matériel militaire de 215%. Je rappelle que 2014, c'est 3 ans après le début des travaux en fait du barrage. Les travaux du barrage ont démarré, je pense, en 2011, ils les ont repris. Et en 2011, qu'est-ce qu'il se passait? Il y avait les fameux printemps arabes. Il y avait ce grand chambardement, en tout cas démocratique, et l'Éthiopie a tiré avantage de cette période-là pour faire avancer son projet. D'ailleurs, quand les Égyptiens en parlent aujourd'hui amèrement, ils en parlent en disant que les Éthiopiens n'avaient pas joué fair play, quoi. Ils n'avaient pas été fair play sur cette question-là, et ils avaient manqué de, comment on va dire, de loyauté, hein, de sportivité. Alors, paradoxalement d'ailleurs, malgré ces dépenses militaires qui sont très importantes, l'Égypte est quand même assez faible. On se souvient d'ailleurs que, vous savez, dans la guerre de 6 jours, l'Égypte était une puissance hein, au niveau de l'Arabie. L'Égypte sous Nasser, c'était une vraie puissance. Et pourtant, Israël, à l'époque, qui était un tout petit État, qui avait peut-être 48, 63, enfin, je n'ai pas fait le calcul, mais oui, qui avait quelques années, en tout cas moins de 20 ans d'existence à l'époque, 48, 60, ouais, enfin une vingtaine d'années en tout cas à l'époque, était Israël, mais a réduit, a humilié l'Égypte en 3 secondes. En 3 secondes. Et d'ailleurs, depuis cette époque-là, malgré le fait que l'Égypte participe quand même à beaucoup de missions de maintien de la paix, c'est une vraie armée. L'Égypte, c'est la première armée du continent. Ça, il faut le savoir, hein, la première armée du continent en nombre d'hommes et en équipement militaire. D'ailleurs, le dernier classement en date, qui date de 2019, redit en fait qu'ils sont passés devant. Alors qu'avant, c'était l'Afrique du Sud, je crois, et ensuite l'Égypte. Aujourd'hui, ils sont passés devant. Mais l'Égypte qui dit justement que oui, il est très fort. Alors, je ne sais pas si le maréchal Al-Sisi pourrait demeurer les bras croisés. Mais il faut déjà savoir que son prestige a été un peu écorné. D'abord parce qu'il a rétrocédé à l'Arabie Saoudite les îles inhabitées de Tiran et de Sanafir dans la mer Rouge, qui avaient déjà d'ailleurs fait bouger les populations égyptiennes. Donc, il y a eu des manifestations nationalistes en 2017 justement pour dire que voilà, ce n'est pas normal. Et pourtant, le pays est tenu d'une main de fer, mais il n'a pas pu empêcher les îles inhabitées de repartir dans le giron de l'Arabie Saoudite. Et puis, de l'autre côté, c'est en Éthiopie en fait, qui était au bord de l'implosion avec le meurtre du chanteur Oromo, là, j'ai oublié son Undessa, Achalou Undessa, qui a été tué par balle le 29 juin. Donc, avec le meurtre de ce chanteur-là, il y a eu effectivement des manifestations en interne,
qui ont un peu rompu aussi l'unité nationale et qui fait que les deux dirigeants, ils disent un peu vite qu'ils pourraient mobiliser des gens, mais ils ne sont pas si forts que ça au niveau interne. Et puis ensuite, l'Égypte a toujours menacé de frappe militaire les pays qui compromettraient leur jouissance du Nil. Mais le problème dessus, c'est que l'Égypte, un barrage en fait ne se détruit pas facilement. Ça quand même, il faut bien le comprendre. D'ailleurs, même en 1943, l'Allemagne, d'ailleurs en Allemagne, comment s'appelle la Royal Air Force, l'armée britannique, a essayé de détruire les barrages de la Ruhr. Vous savez, la zone industrielle allemande, justement parce que les barrages de la Ruhr permettaient d'alimenter en électricité comment s'appelle, l'industrie d'armement. Et l'industrie d'armement de la Ruhr, alors pourquoi les Anglais cherchaient à la détruire? C'est parce que comment s'appelle, l'Allemagne était d'abord une puissance industrielle à cause de sa maîtrise de l'électricité et essentiellement de l'hydroélectricité à l'époque. Donc c'était les barrages de la Ruhr. Et donc les aviateurs britanniques, et pourquoi on va chercher aussi loin? Parce que qu'est-ce que pourrait faire l'Égypte théoriquement? C'est tirer sur le barrage, c'est faire des frappes militaires sur le barrage, mais ça ne suffirait pas. Ça ne suffirait pas pour empêcher le barrage de fonctionner. D'ailleurs, quand ils se sont entraînés sur les lacs écossais avec des bombes qui pouvaient ricocher jusqu'à l'aplomb du mur intérieur du barrage, c'était un exploit, ça avait été considéré quand même comme un exploit. Et les barrages allemands d'alors sont beaucoup moins imposants que ce barrage-là qui a été construit, le barrage de la Renaissance qui a été construit et qui a une capacité en fait de 74 milliards de mètres cubes d'eau. Donc c'est vraiment un ouvrage pharaonique. Hein. Si ça ne concernait pas l'Éthiopie, j'aurais hésité à utiliser pharaonique, mais oui, pharaonique. Hein. Vraiment un vrai sujet. Et puis, il n'y a pas que ça. C'est que, aujourd'hui, ce que fait l'Éthiopie, depuis 2010, il y a ce qu'on appelle le précédent de 2010. Et le précédent de 2010, c'est quoi? C'est que les 10 pays, les États riverains, se sont retrouvés en Ouganda et ils ont signé une espèce d'accord cadre pour obtenir davantage d'eau du Nil. Et à l'époque, l'Éthiopie, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya, le Burundi, ils avaient dit, dans un langage qui était à l'époque assez peu diplomatique, j'ouvre les guillemets, hein, fatigués de demander la permission de l'Égypte avant d'utiliser les eaux du Nil pour le moindre projet de développement, comme l'irrigation, ainsi que l'exige le traité de 1929. Parce que le traité de 1929 dit que ce qui est interdit, c'est de compromettre l'eau, mais tout ce qui permet aux gens qui sont riverains d'ailleurs, et d'ailleurs il y a même une loi, un traité international des Nations Unies, qui dit que les populations ont le droit d'utiliser l'eau qui passe dans leur pays. Oui. Et à l'époque, quand ils ont signé, donc en 2010, cet accord cadre-là à Entebbe, le ministre de l'eau égyptien, de l'eau et de l'irrigation, avait menacé. Et il disait à l'époque, et j'ouvre les guillemets là, l'Égypte se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'il lui conviendra afin de sauvegarder sa part des eaux. D'accord, monsieur le ministre, mais la part des autres. Et la part des autres de ces eaux-là. Et donc, il y avait un ministre tanzanien qui avait eu cette réponse assez drôle. L'Égypte ne va pas bombarder le Rwanda, le Burundi ou la Tanzanie. Et c'est vrai, on ne pourrait pas comprendre, mais j'utilise à dessein le terme de est-ce que la guerre du Nil aura lieu? Parce que ce qui se passe dans cette zone-là aujourd'hui est proprement inédit. Mais c'est bien le maintien d'une puissance de premier plan qui risque d'échoir à une puissance ordinaire ou de second plan si le projet éthiopien se maintient et se poursuit dans le temps. Donc voilà un peu le... Alors maintenant, il y a la question du droit. Et c'est la question que posait tout à l'heure Lucie. Lucie disait... Alors Jean-Christophe me fait noter que trop de pression internationale en Égypte
parce que c'est un territoire très stratégique. Oui, complètement, mais comme de tout temps d'ailleurs. Hein. Et les Égyptiens ne se considèrent pas comme africains, oui. En général, bien sûr. Hein, pour ne Non, non, tu as complètement raison, on ne prend pas de précautions. Les Égyptiens, et c'est vrai que, et tu as raison, tu sais, même avec Nasser, à l'époque de Nasser, on considérait en fait que les, les Égyptiens, d'ailleurs, ils se sont plus sentis proches des Arabes. Ils ont essayé de nouer des alliances dans le panarabisme. Vous vous souvenez comment il s'appelle Nasser a pris fait et cause pour la Palestine qui est sur un autre continent. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Nasser a été le leader du panarabisme, pas du panafricanisme, hein, du panarabisme. Et dans le panarabisme, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait regrouper tous les Arabes, mais c'est pas du racisme ça? Et les Africains? Bon. Ensuite, et ce n'est pas neutre. Donc, je remercie Jean-Christophe pour ça. Ils sont beaucoup plus proches de l'Arabie Saoudite, oui, complètement. Et ensuite, ils ont des alliances qui vont ensemble. J'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais les États-Unis soutiennent l'Égypte, et c'est parce qu'ils soutiennent l'Égypte qu'ils ont refusé de financer le projet de barrage. Parce qu'on ne le dit pas assez, je l'ai dit au début de cette intervention, le projet de barrage qui a coûté 4 milliards a été financé pour partie par le budget national, pour une autre partie par les emprunts obligataires auprès des particuliers donc, et de la diaspora éthiopienne, et pour une autre partie par des emprunts faits aux Chinois. Aux Chinois. Et c'est là, en fait, et c'est pour ça que quand tu dis, Jean-Christophe, qu'il y a trop de pression internationale en Égypte parce que c'est stratégique, tu as complètement raison. D'ailleurs, on va le voir parce que ce qui se joue ici, c'est bien une question géopolitique, où c'est un affrontement dérivé, où les États-Unis cherchent à se maintenir et à maintenir son précaré avec l'Égypte et les bases américaines qui se situent en Égypte, et le précaré américain là-bas, qui permet à partir de là-bas de superviser une zone compliquée, le golfe d'Aden. Hein, vous savez, le golfe d'Aden avec, comment ça s'appelle, les pays de la mer Rouge, en fait, qui sont tout autour. Il y a quelque chose de particulièrement stratégique à se maintenir. Et les États-Unis ne peuvent pas s'enfouler aux pieds leur compagnonnage avec l'Égypte, permettre que la Banque mondiale, dont il faut rappeler ses menées libérales et ses menées idéologiques pour soutenir les pays qui sont proches de l'idéologie libérale, capitaliste, néolibérale, hein, fortement impérialiste, la Banque mondiale a refusé de financer. Okay. Ensuite, donc, sur la question du droit, parce que c'est la question que je voulais aborder. Le traité de 1929, dont je vous ai parlé tout à l'heure, confirmé en 1959, alloue à l'Égypte 55 milliards de mètres cubes des eaux du Nil. Aujourd'hui, leurs besoins sont de 73 milliards de mètres cubes des eaux. Et 18 milliards au Soudan, soit au total 74 milliards de mètres cubes. Alors, je vous le donne en mille. Est-ce que vous connaissez la capacité du réservoir du barrage éthiopien? Est-ce que quelqu'un parmi vous connaît la capacité de réservoir du barrage de la Renaissance? Eh bien, c'est la même, 74 milliards de mètres cubes. Et c'est ça le nœud gordien du problème. Le nœud gordien du problème, c'est que la capacité totale du Nil, enfin du barrage en fait, c'est 74 milliards de mètres cubes. Les deux traités qui répartissent les eaux entre l'Égypte et le Soudan, donc en 59, sont de 74 milliards. Alors, on est dans une situation assez ubuesque où l'Éthiopie n'entend pas être le dindon de la farce. Et l'Éthiopie, justement, excipe comme argument du fait que l'Éthiopie n'était pas partie prenante de ce traité, qui a été signé par l'Égypte et le Soudan, et que tous les deux, à l'époque, étaient sous domination coloniale britannique. Il y a une dimension symbolique et panafricaine
panafricaine du barrage, qui n'est pas à négliger. C'est que l'Éthiopie a reçu le soutien, assez bruyant d'ailleurs, du pasteur Jesse Jackson. Vous vous souvenez, hein, Jesse Jackson, c'est ce vétéran de la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains. Le 29 février, il a publié sur Addis Fortune, une tribune, l'Éthiopie pourrait devenir la colonie de l'Égypte au XXIe siècle. Et dedans, il fustige en fait les revendications du Caire, qui sont basées sur des traités coloniaux de 1929 et 59, et qui sont imposés. Et ça, ce n'est pas neutre, parce que la puissance symbolique de cet argument-là est forte. L'Éthiopie est l'unique nation africaine qui n'ait jamais été colonisée. Malgré l'invasion fasciste italienne, vous savez, en 1935, 35-41, aux auspices, aux prémices de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, en 1935, les fascistes en fait ont essayé d'envahir l'Éthiopie, et ils n'ont jamais réussi. Ils n'ont jamais réussi. Ensuite, il y a un deuxième élément, et celui-là, il est de portée internationale parce que c'est la Convention des Nations Unies sur les cours d'eau internationaux. Elle a été signée en 1997 et elle invite les pays riverains à se partager l'utilisation des cours d'eau de manière équitable et raisonnable. Alors, l'Éthiopie est un pays riverain, et les 10 autres pays d'ailleurs. Et ils doivent l'utiliser de manière équitable et raisonnable en tenant compte des impacts des uns sur les autres. Et la convention là dont je parlais tout à l'heure, donc sur les cours d'eau internationaux, appelle à régler les différends à l'amiable ou à défaut devant la Cour internationale de justice. Sauf que, et c'est une faiblesse, ni l'Égypte ni le Soudan n'ont signé ce texte. Aucun des deux ne l'a signé. Mais on en parle en fait, pourquoi? Parce que en termes de légalité, les traités qui existent ne sont pas reconnus, puisqu'ils datent d'une autre époque, et ceux qui existent et qui sont de notre époque n'ont pas été signés par les belligérants. Donc, ça a une conséquence, c'est que ça les appelle à la concertation. Et il n'y a que ça qui puisse fonctionner, la concertation. Alors, excusez-moi, il me semble que... Alors, j'ai le sentiment que la vidéo est partie. Est-ce que vous me recevez? Test 1, 2, 3, test. Test 1, 2, 3, test. Si vous voyez la vidéo, est-ce que vous pouvez me faire signe, s'il vous plaît? Parce que moi, je ne l'ai plus. Alors, si vous me recevez, est-ce que vous pouvez me faire signe, s'il vous plaît? Parce que moi, je ne vois plus la vidéo. Si vous me recevez, est-ce que vous pouvez me faire signe, s'il vous plaît? Parce que je ne vois plus la vidéo. Je ne sais pas si vous êtes toujours connecté, si vous la voyez. Ok, il me semble que on est de retour en live. Ok. Donc, je poursuis sur mon sujet. Alors, et le Soudan dans tout ça? Parce que le Soudan aussi, il est parti à tout ça. Il est parti au conflit. Il est parti en tout cas au partage des eaux. Puisque, avec l'Égypte, il est un des pays en fait à avoir voix au chapitre. Alors, c'est vrai que le Soudan ne s'est pas associé à cette résolution, parce qu'il y a la Ligue arabe qui a fait
une résolution il n'y a pas longtemps, justement dans laquelle on a bien compris, la Ligue arabe, elle soutient qui à votre avis? Je vous le donne en mille. Elle soutient l'Égypte, oui. Ils ont fait une résolution dans laquelle ils disent oui, qu'ils sont absolument contre tout acte unilatéral allant dans le sens de la gestion des eaux du Nil. Et alors, évidemment, le Soudan, qui fait partie de la Ligue arabe, ne s'est pas associé à cette résolution. Parce que Khartoum voit plutôt d'un bon œil le méga projet éthiopien. Et le pays d'ailleurs a signé en avril 2018 un accord avec l'Éthiopie pour défendre conjointement le grand barrage de la Renaissance. Les nouveaux dirigeants soudanais, qui sont issus de la révolution d'avril, vous savez, 2019, ceux qui ont fait tomber El-Béchir, donc ils l'ont emprisonné, sont très proches de Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien. Et d'ailleurs, selon un reportage qui a été publié par l'AFP en novembre dernier, les paysans misent sur un impact positif du grand barrage sur leur quotidien. Parce que le barrage, pouvant réguler le débit du fleuve et éviter des crues catastrophiques, c'est quelque chose que le Khartoum voit d'un bon œil. Et si on ajoute à ça le fait que Addis Abeba s'engage à réexporter de l'électricité à bas prix, le Soudan va encore plus bénéficier du barrage que l'Éthiopie. C'est ça que, en tout cas, c'est ça que le Soudan attend avec impatience de la mise en service en fait de ce barrage-là. Et le Soudan, par contre, et c'est là qu'on se dit, le Soudan ne joue-t-il pas un double jeu dans cette affaire-là? Parce que fin juin, le Soudan a dit quand même qu'il était très inquiet de la décision éthiopienne de débuter le remplissage du réservoir en l'absence d'accord préalable. Parce que c'est quand même curieux. D'un côté, vous signez un accord avec l'Éthiopie qui va vous fournir de l'électricité, et vous savez que cette électricité, elle est l'enfant du barrage. Et de l'autre côté, vous dites très inquiet de la décision de débuter le remplissage. Mais qu'est-ce que vous vouliez à l'époque? Donc le Soudan quand même joue un jeu assez trouble dans cette affaire-là. Et puis donc le Premier ministre éthiopien, de toute façon, a réitéré devant le Parlement. Bon, il est un peu jeune, donc un peu fougueux, qu'il entendait bien commencer à remplir le réservoir cette année. Et donc j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que l'Éthiopie a commencé à remplir le barrage. Oui, parce qu'on est en juillet et qu'on est dans une période de saison des pluies et que c'est la période la plus favorable. Et il disait à l'époque, donc on était en mai je crois, si l'Éthiopie ne remplit pas le barrage, ça revient à considérer que l'Éthiopie a accepté de démolir son barrage. Or, tenant compte de ce que ça a coûté, cette probabilité n'existe pas. Il est absolument inconcevable que l'Éthiopie ne tienne pas, ne fasse pas fonctionner, donc ne remplisse pas et ne fasse pas fonctionner son barrage. Alors aujourd'hui, donc, il y a quand même un problème, c'est que dans les négociations, le climat entre les deux pays est quand même assez délétère. Bon, officiellement, ils négocient, mais chaque fois qu'ils négocient, en fait, d'un côté, il y a une résolution, et de l'autre, en fait, il y a des actions. Quand vous regardez, en fait, le fait que ce barrage-là sera le barrage le plus important d'Afrique, le plus important d'Afrique. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est une chose très importante. C'est que depuis que l'Éthiopie a commencé à parler de ce barrage-là, tout le monde l'a attaqué. Tout le monde. Mais l'Éthiopie, c'est qui? L'Éthiopie, c'est le partenaire de la Chine. Et la Chine, en fait, ils ont un vrai partenariat, et un partenariat qui date, hein, avec l'Éthiopie. Aujourd'hui, l'un des pays qui bénéficie de crédits à des taux particulièrement favorables, mais c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie est littéralement le protégé de la Chine dans cette zone-là. Ensuite, ils ont des accords de partenariat commerciaux très intéressants qui fait que sur plusieurs aspects, ils coopèrent ensemble. Et puis, enfin, il y a les questions du projet des nouvelles routes de la soie. Vous savez, les nouvelles routes de la soie, c'est ce projet absolument pharaonique lancé par,
comment il s'appelle, Xi Jinping, donc le dirigeant chinois, et qui vise en fait à créer des voies terrestres, maritimes et des ponts ferroviaires pour pouvoir contourner les routes traditionnelles pour que, en cas de problème avec les États-Unis, le commerce chinois ne s'arrête jamais. Mieux, et c'est un projet absolument gigantesque, et l'Éthiopie est vraiment au cœur et dans le cœur stratégique de ce projet-là. L'Éthiopie est vraiment un pays qui compte énormément aux yeux de la, comment ça s'appelle, aux yeux de la Chine dans cette zone-là. Voilà. Donc maintenant, c'est un affrontement par personnes interposées qui est en train de se dessiner. Aujourd'hui, avec ce barrage, la production électrique de l'Éthiopie va augmenter de 270%. Des revenus vont être absolument générés de manière pharaonique, 730 millions d'euros, et ça pourrait rapporter jusqu'à 2 milliards de dollars par an. Ça pourrait permettre de modifier son modèle économique en étant dans un modèle économique agricole et industriel. Je vous rappelle que ce qu'ils ont déjà consenti comme argent pour ce projet-là est juste pharaonique. Ils ont déjà mis plus de 4 milliards de dollars et ces 4 milliards de dollars-là ont été financés par eux-mêmes. Donc, si je récapitule aujourd'hui, l'Éthiopie ne va pas reculer. L'Égypte a-t-elle les moyens d'imposer un partage des eaux qui lui soit favorable? Elle en a les moyens militaires. Est-ce qu'elle a les moyens de s'imposer diplomatiquement? Est-ce qu'elle a les soutiens qui lui permettront de s'imposer? Seul Dieu le sait. Mais ce qui est sûr, c'est que la guerre du Nil aura bien lieu. On ne sait pas quelle forme prendra la guerre du Nil, mais elle aura lieu. Voilà. Donc je voulais vous remercier du fond du cœur pour le temps que vous avez pris pour partager ce live, pour le suivre, pour le commenter. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, mais je vous le rappelle, mon plaisir de l'animer demeure intact. Je voulais saluer tous ceux qui ont pris une part active à ce live. Noah Tamba, Dofal, Nanou Fenesh, Jean-Christophe Château, et tous mes amis qui étaient sur le live, Elisa Dakuo, tous ceux qui l'ont partagé, Alassane Tiao, mon jeune frère. Donc vraiment, je voulais saluer la présence de tous ces gens que j'apprécie beaucoup et avec lesquels j'échange sur ces réseaux et dans la vie de tous les jours. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à dimanche pour un autre live sur l'actualité, plus focalisé maintenant sur l'actualité. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à dimanche. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Allez, à bientôt. Merci infiniment.